Bon, bah, bonjour. Donc, merci de participer à ce webinaire d'introduction hein, donc à la recherche-intervention. Donc, je vais animer Je suis Laurent Capelletti, je suis professeur titulaire de chaire au Conservatoire national des arts et métiers. Euh, et donc, pratiquant la recherche-intervention depuis une trentaine d'années. Et donc, sur cette base-là, en fait, à la fois accompagnant, aidant des entreprises et organisations publiques. Hein. À titre personnel, moi, dans les équipes, j'en suis à peu près une centaine. Et m'appuyant donc sur ces recherches interventions pour publier. Voilà. Et donc, j'animerai ce webinaire avec Françoise Gauthier, qui est toute nouvelle professeure des universités à l'IAE de Lyon, et qui fait partie donc de l'ISEOR, vous le savez, l'institut de référence en recherche-intervention en France et à l'international, et qui elle également, depuis, alors elle est plus jeune que moi, hein, donc depuis une vingtaine d'années, donc C'est pas une ça. trentaine d'années, voilà. Elle aussi intervient, fait de la recherche-intervention et s'appuie sur cette méthode. Voilà. Et donc tous les deux, avec six autres collègues, en fait, on a construit depuis 2014 en fait le stage recherche-intervention de la FNEJ. Et donc c'est j'allais dire, un pitch finalement introductif menant à ce stage pour ceux que ça intéresserait, que nous allons faire aujourd'hui. Donc on va vous présenter en 10 minutes, pas plus, donc les bases de ce qu'est la recherche d'intervention, et ensuite pendant 30 minutes, que c'est vraiment l'objet de ce type de webinaire, c'est par le chat, vous poser en fait toutes les questions, euh, sans filtre, hein, naïve, pas naïve, que vous souhaitez poser sur cette méthodologie de recherche. Alors, comment résumer en fait en 10 minutes la recherche d'intervention? euh, Eh bien, je vais partager en fait, voilà. Alors, il y a un ouvrage de référence que nous avons écrit, euh, collectif, dirigé par Henri Saval, qui était un pionnier de la recherche-intervention. Vous savez qu'il nous a quittés malheureusement récemment. Anthony Bono, qui est un pionnier de la recherche-intervention aux États-Unis, un membre fondateur de l'Academy of Management et notamment de sa division Management Consulting Division, dans lequel en fait la recherche-intervention est très pratiquée. Moi-même, et dans cet ouvrage collectif, en fait, vous avez un certain nombre de chapitres sur la recherche-intervention qui ont été écrits en fait par les animateurs justement du stage de la FNEJ, recherche d'intervention, qui existe depuis plus de 10 ans, dans lequel en fait ont participé donc. Alors ça s'adresse à qui la recherche d'intervention? Bah, à des universitaires d'un côté qui souhaitent se former à cette méthode pour avoir des impacts sur la société, les entreprises, les organisations publiques, et en même temps qui souhaitent donc s'appuyer sur les résultats collectés pour publier, mais également donc des consultants, des personnes d'entreprise, alors plutôt des cadres, des dirigeants qui souhaitent acquérir en fait une méthodologie réflexive, et la recherche-intervention s'y prête très très bien. On peut la mener en praticien réflexif, c'est-à-dire en fait à partir de leur pratique professionnelle, créer des connaissances et également faire des communications, des rapports et écrire. Et puis, bien entendu, la troisième cible, ce sont des personnes doctorants ou aspirants à l'être qui envisagent en fait de faire
leur thèse sur une base de recherche-intervention. Et donc, dans cet ouvrage, qui est aussi traduit en anglais, vous avez donc, j'allais dire, les fondamentaux, à la fois méthodologiques, techniques et pratiques de la recherche-intervention. Alors, justement, donc, voilà, je vais vous montrer un autre slide. Notre slide. Voilà. Hein. Alors, la recherche-intervention, ça repose en fait sur trois axes. Trois axes. Il y a un axe en fait, là qu'on a appelé en fait décision politique et stratégique. La recherche-intervention, c'est une recherche qui est faite par rapport à une demande d'entreprise ou d'organisation publique. Hein, une demande en fait d'aide, d'accompagnement pour développer son business, améliorer sa gestion des ressources humaines, développer des systèmes d'information. Bref, ça part en fait d'une problématique venant d'une entreprise ou d'une organisation. Euh, donc, soit vous la menez en fait de l'extérieur de l'entreprise en tant qu'enseignant-chercheur ou en tant que consultant, et donc vous êtes sollicité en fait par une entreprise, une organisation publique. En ce moment, si je vous donne mon exemple, moi j'interviens donc pour la sécurité sociale, alors très exactement l'UCANS, hein, sur une problématique d'amélioration de la qualité de vie au travail en lien avec une amélioration de la productivité. En parallèle, j'interviens également donc dans des cabinets d'expertise comptable pour les aider plutôt sur l'aspect en fait management des ressources humaines, notamment les jeunes. Françoise, tu interviens actuellement, bah, dis-nous. J'ai trois, pour vous donner trois exemples, là, j'interviens dans la grande distribution. Comme l'a expliqué Laurent, là aussi, c'est par rapport à la gestion des ressources humaines. Ils voudraient arriver à fidéliser un peu mieux leurs collaborateurs. Et j'interviens dans des agences d'architecture où là, on est plutôt dans une problématique où ils aimeraient se développer, voilà, et avoir une croissance saine et grandir tout doucement, quoi. Voilà. Donc, à la différence on va dire que la recherche-intervention fait partie de la famille des recherches-actions, c'est-à-dire, on va dire, des recherches de terrain, hein, interactives avec le terrain. La particularité de la recherche-intervention, c'est en fait d'être centré sur des problématiques qui viennent justement de ce terrain. Voilà. Hein. Et donc, quand on fait une recherche de terrain, j'allais dire sans lien avec une demande d'entreprise, on va dire qu'on est sur une recherche-action. À partir du moment où la problématique de recherche est celle en même temps de la problématique managériale de ce terrain, on bascule en recherche-intervention. Alors, le deuxième axe de la recherche-intervention, donc générique, et puis ensuite, je veux dire, il n'y a pas de modèle imposé, ce sont bien entendu l'implantation d'outils de management, hein, pour observer, collecter les données. Alors, euh, si vous êtes sur le modèle de recherche-intervention socio-économique, il y a un certain nombre d'outils, mais on peut dire que la recherche-intervention, vous pouvez en fait la mener en utilisant, j'allais dire, n'importe quel type de protocole, sous réserve
bien sûr que ce protocole respecte certains principes scientifiques sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail dans cette introduction. Et puis le troisième axe, comme on est sur du transformatif euh, en vue d'améliorer les performances au sens large, alors en fonction des missions, ça va être les performances environnementales, les performances humaines, les performances plutôt financières, économiques, il y a forcément un troisième axe transformatif avec la recherche-intervention. C'est-à-dire que les outils, le protocole que vous allez utiliser conduisent, j'allais dire quasiment nécessairement, à faire un diagnostic de situation et puis derrière à co-construire en fait des solutions d'amélioration, les mettre en œuvre, idéalement les évaluer avec les personnes de l'entreprise. C'est très participatif en fait. Hein. Voilà. Et le gros avantage en fait de la recherche-intervention, il est de trois ordres. Le premier, c'est de faire des recherches intéressantes, j'allais dire. C'est-à-dire, bon, vous le savez, les recherches par base de données de son bureau, c'est un peu abstrait, ça peut être ennuyeux, etc. Au moins, on va dire que dans une recherche-intervention, il y a un côté, je ne vais pas dire ludique, mais il y a un côté vivant, marrant. Voilà, vous interagissez avec les personnes d'entreprise, vous les aidez à régler leurs problèmes managériaux, organisationnels. La plupart du temps, quand c'est bien fait, il y a d'excellents résultats, donc tout le monde est content. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le deuxième gros point positif, c'est que il n'y a pas de séparation entre la recherche et son impact. Hein, quand vous faites une recherche quantitative, bon, bah, vous la faites, vous publiez, et puis après vous essayez de, entre guillemets, de vendre votre recherche la société, hein, de la faire connaître, etc. Quand vous faites une recherche d'invention, obligatoirement, en même temps, vous impactez au moins l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous êtes. Vous voyez. Donc, c'est très valorisant à cet égard. Et puis le troisième point qui devient extrêmement intéressant, c'est que, bon, nous on le sait depuis longtemps, hein, mais ça s'accélère. Il y a de plus en plus en fait de publications qui sont ouvertes et qui acceptent, voire même qui sont extrêmement intéressées par la recherche-intervention, parce que du coup, la recherche-intervention, euh, voilà, un exemple de, voilà, la recherche-intervention va vous permettre en fait de collecter des données uniques, contextuelles, hein, sous forme de verbatim, sous forme de chiffrage, sous forme de documentation, en tout cas des données euh, qui sont nulle part au moment où vous faites votre recherche. Hein, c'est-à-dire que à l'heure de ChatGPT, à l'heure de l'intelligence artificielle, quand vous utilisez pour vos recherches des données qui sont déjà dans des bases de données, et ben en fait, l'originalité n'existe plus. Alors que quand vous faites une recherche-intervention, les données que vous allez collecter, ben vous allez être les premiers, en fait, à les publier. Hein, et donc, ça a énormément de valeur. Alors, si je vous montre, donc Françoise, moi, les animateurs hein, du stage recherche-intervention de la FNEJ, on est des gros publiants hein, sur base recherche-intervention. Et je vais juste vous montrer notre dernière publication, donc il y a juste un mois en fait, hein, donc qui est sortie dans une revue internationale. Alors je la retrouve, je l'ai mise de côté, je sais plus où. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Il y en a tellement. Voilà. Voilà. Voilà, je vais partager. Voilà. Hein. Donc, dans la revue International Journal of Productivity and Performance, qui est pour ceux qui suivent les classements, qui est Cartiloine Scopus, et en plus qui est plutôt dans
le premier tiers hein, du Carton One, donc vraiment une revue majeure. Alors, elle est plutôt positionnée, on va dire, en management, supply chain, etc. Mais on a d'autres publications dans d'autres journaux qui sont, je veux dire, en management des ressources humaines, en logistique, en comptabilité, contrôle audit. Enfin, je veux dire, on peut publier sur base de recherche-prévention dans énormément de revues. Et donc là, une publication qui s'appuyait donc sur une recherche-intervention menée en praticien réflexif par la DRH d'une entreprise du secteur de la grande distribution, euh, et donc qui s'intéressait en fait à l'impact de la qualité du management sur les performances, avec le rôle plus particulier en fait, notamment du stress au travail. Vous voyez, voilà. Et donc qui est paru il y a juste un mois dans cette revue, donc qui est accessible également. Enfin, tout ça pour vous dire que euh, l'optique de la recherche-intervention, c'est bien entendu en tant que chercheur, alors soit enseignant-chercheur académique, soit praticien réflexif, c'est de prendre son pied, j'allais dire, hein, de mener des recherches vivantes, intéressantes. C'est le premier objectif. Euh, Bien entendu avec un budget. Hein, ça permet aussi donc de générer des ressources propres, hein, soit pour son laboratoire, ça c'est le cas par exemple de la recherche école ce que je suis en train de faire, soit en praticien réflexif, euh, en tant que consultant bah, pour votre propre cabinet, soit si vous faites ça en tant que dirigeant cadre dans une entreprise, j'allais dire en réponse à une mission que vous a demandé votre direction. Donc là, il y a une rémunération implicite tout à fait réelle. Et donc le deuxième point, c'est cet aspect d'impact hein, immédiat, socio-sociétaux de la recherche-invention et la possibilité de publier, et y compris aujourd'hui, dans les meilleures revues mondiales. Voilà. François, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur cette introduction? Oui, si tu me permets, donc je vais apporter quelques compléments. Euh, Dit autrement, effectivement, le fait de voir les transformations, en fait, ça va vous apporter vraiment des résultats très différents, très complémentaires par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. En fait, le fait de transformer votre objet de recherche vous permettra d'avoir accès à des données que vous n'aurez pas sous une autre forme. Si vous faites juste de l'observation, ou de l'étude de documents, ben, vous avez voilà, accès à des données, vous voyez des choses, mais vous ne voyez pas en fait l'ensemble de ce que vous pourriez voir si l'objet de recherche que vous étudiez se transforme sous vos yeux. Et donc, ça vous apporte vraiment des données nouvelles et ça vous permet d'avoir en fait de nouvelles hypothèses, de nouveaux résultats que vous n'auriez pas eu sous une autre modalité d'intervention. L'autre élément que j'aimerais rajouter, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez un dirigeant, un manager qui vous confie une problématique de terrain, qui en discute avec vous, et où vous pensez que vous avez un protocole qui peut répondre en fait à cette problématique, ben, en fait, c'est vraiment la première étape et voilà, si j'ose dire, le plus dur est fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment le point de départ. Donc, ça permet, en fait, si vous voulez, de démystifier un petit peu ce côté accès au terrain et finalement comment démarre une recherche-intervention. En fait, ça démarre tout simplement par l'écoute d'un dirigeant, d'un manager qui vous confie une problématique. Et si vous pensez que vous avez le protocole adéquat pour l'aider à se transformer, eh bien, écoutez, c'est bien parti pour vous pour pouvoir faire une recherche-intervention. En troisième point, effectivement, Laurent Capelletti en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des précautions à prendre pour rester effectivement dans une dynamique et dans des principes scientifiques. Donc, ces précautions, à l'ISER, nous les prenons. Si vous prenez des centres comme le CRG ou les CGS, ils ont aussi les mêmes précautions épistémologiques et scientifiques, à savoir faire des allers-retours entre le laboratoire et le terrain et prendre du recul avec d'autres chercheurs, avec une équipe de chercheurs. Et en fait, c'est ce qu'on fait qui fonctionne très bien au laboratoire. On échange entre chercheurs,
entre deux sessions sur le terrain pour analyser ce que nous avons observé et voilà, et prendre du recul par rapport à ce que nous observons. Voilà, Laurent, les compléments que je voulais faire. Merci. Bon, on va passer à la phase questions. C'est plus intéressant, plus interactif après ce cadrage vraiment général, hein, d'interagir avec vous. Euh, alors, donc, euh, donc pour les questions, Soit vous prenez spontanément la parole, soit vous levez la main, vous n'hésitez pas chat. dans le chat. Donc, il y a Mounir Non, je vois Belalam pas moi. dans les participants. Tu... Ouais, il faut aller dans participants. Mounir, je vous laisse la parole, allez-y. Enclenchez votre micro. Ah oui. On voit qu'il avait la main, mais on voit pas, on ne l'entend pas. Mounir, est-ce que vous Permettre de êtes... parler. Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai mis en permettre de parler. Logiquement, vous pouvez ouvrir votre micro. Allô, Ah vous voilà, très bien. m'entendez? Voilà. Allô? Allez-y. On vous Oui, bonjour. entend. Bonjour, merci pour déjà la qualité de la présentation et merci j'ai reçu un mail, donc j'explique un tout petit peu. Là, je suis actuellement, euh, je travaille au Maroc, je suis marocain, dans une assurance. J'ai un cursus en finance et contrôle de gestion. L'année prochaine, je commence mon cursus en formation continue de diplôme universitaire à l'IAE de Lyon, en management, méthode de recherche en management. Donc, l'objectif à l'issue, c'est de pouvoir justement préparer une thèse et la présenter dans le domaine de l'audit et ou du contrôle de gestion. Et je voudrais justement savoir, parce que ça me parle très bien, tout ce qui est recherche en fait, c'est l'aller-retour entre tout ce qui est théorique et pratique, si j'ai bien compris. Oui. Donc, comment quelqu'un qui vient d'arriver, qui a des ambitions et qui aimerait justement être acteur dans le domaine, comment on pourrait procéder, quel chemin faudrait-il que je prenne? Oui. Bon, je vais répondre, puis Françoise, tu compléteras, Mm. hein. Donc, en fait, à partir du moment où, euh, pour faire de la recherche-intervention, forcément, il faut avoir accès à un terrain. Voilà. Le terrain étant une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur, quelle que soit sa position géographique, ou une organisation publique euh, ou une association. On peut faire aussi des recherches-interventions à partir d'un terrain associatif. Donc, cet accès, vous l'avez soit parce que, par exemple, vous êtes en apprentissage, voilà, et on peut tout à fait faire de la recherche-intervention à partir d'une position d'apprenti, hein, dans une entreprise. Parce qu'à partir du moment où vous êtes apprenti, en fait, vous avez une mission dans l'entreprise où vous êtes qui est de faire ceci, changer cela, etc. Et donc, sur le principe, ça peut servir de base à une recherche-intervention. Cet accès au terrain, vous pouvez l'avoir parce que vous l'avez vendu, c'est-à-dire, moi, si je prends le cas de ma recherche-intervention actuelle auprès de la sécurité sociale, à partir des ouvrages que j'ai faits sur le travail, l'amélioration du travail, la qualité de vie au travail, seul ou avec mes collègues de l'ISEOR ou du CNAM, l'IRSA, bah, du coup, je suis sollicité. Voilà. Alors, la sécurité sociale m'a envoyé un courrier en disant, voilà, nous, on aimerait, en fait, voir comment on pourrait améliorer, en fait,
à la fois notre qualité de vie au travail dans les différents organismes de sécurité sociale et en même temps la productivité. Hein, vous voyez, c'est l'alliance en fait de qualité de vie au travail, qualité du management et productivité. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Et donc, on a discuté et on s'est mis d'accord en fait sur une recherche-intervention avec un budget. Et donc, ça a démarré depuis plus de 6 mois. On a démarré par un diagnostic, état des lieux, et puis là, on est sur la phase de co-construction de solutions hein, pour améliorer. Voilà. Donc ça, c'est de l'extérieur, hein, cet accès. Alors cet accès de l'extérieur, soit vous pouvez le faire parce que vous êtes enseignant-chercheur, voilà, et donc des entreprises, des organisations vous contactent, ou bien vous pouvez être proactif hein, également par rapport à des entreprises, organisations dans lesquelles vous souhaiteriez mener une recherche, ou bien vous pouvez le faire en tant que consultant. Hein, voilà. Et puis donc le troisième accès, c'est quand vous êtes salarié. Voilà. Vous êtes dans une entreprise, c'est le cas de l'article hein, que j'ai coécrit, que je vous ai présenté. Donc, pour rien vous cacher, d'ailleurs, c'est une Marocaine hein, qui finit sa thèse et qui est responsable RH donc dans le groupe Marjan, en fait. Hein. Et donc, elle a utilisé, en fait, sa position professionnelle de responsable RH dans le groupe Marjan, qui est l'équivalent de Carrefour hein, au Maroc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, pour faire une recherche-intervention à la fois en réponse à des demandes de sa direction. Hein, donc, ça peut prendre la forme, ces résultats d'un rapport en fait remis à sa direction, mais ça vient aussi nourrir sa thèse hein, de doctorat qu'elle va soutenir en septembre, et puis ça vient nourrir en fait des articles. Donc, pour répondre à votre question à vous, bah moi, François, ça doit être pareil. Hein, moi, j'ai des apprentis au CNAM qui sont dans mes masters contrôle de gestion lutte organisationnelle ou CCA, et un certain nombre, alors étant apprentis ou ayant la possibilité de faire un stage, hein, un minimum transformatif, eh bien, utilisent leurs observations de terrain pour faire une recherche-intervention qui va en fait venir servir de base à leur mémoire de master. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je dirais que la clé, c'est vraiment, et c'est ça la particularité de la recherche-intervention, la clé, c'est l'accès à un terrain, euh, et accès à un terrain, en fait, pour finalement mener une recherche-intervention euh, qui intéresse l'entreprise. Voilà. La recherche-intervention, ça peut pas se faire contre euh, l'entreprise ou l'organisation publique dans laquelle vous êtes. Vous voyez, je dis ça parce que en recherche-action, il y a tout un courant de la recherche-action d'ailleurs qui est critique hein, et qui en fait, euh, j'allais dire, se fait contre les directions des organisations dans lesquelles la recherche a lieu. Hein. La recherche-intervention, non. Hein, il faut qu'on soit dans voilà. Donc les deux critères, c'est accès au terrain. Vous ne pouvez pas faire de recherche-intervention si vous n'avez pas accès à un terrain, par définition. Et deuxièmement, l'objet de la recherche doit être un objet de résolution de problèmes, d'accompagnement, d'amélioration des performances qui vous intéresse, vous, en tant que chercheur, mais qui est aussi une demande de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, alors là, je vois, donc, alors nous avons Anas, Layal et Louis. Alors, on va commencer par Anas. Je me permets de parler. Après Layal et après Louis Bono. Anas, logiquement, c'est bon. Bonjour, Bonjour. Bonjour. donc je suis Anas Bendarqawi, je suis enseignant-chercheur à l'université Hassan I de Stade. Donc là, j'avais une question par rapport à la recherche et intervention, parce que vous avez souligné que la réussite de la recherche et intervention nécessite déjà une demande, soit de l'entreprise, soit d'une administration publique. Donc là, c'est une volonté à une organisation de se transformer. Mais en tant qu'enseignant-chercheur, si il n'y a pas donc cette demande, si on n'a pas donc comme un cahier de charge entre donc
le consultant et l'entreprise qui nécessite sa transformation. Dans un cadre de recherche et de chercheur, est-ce que le fait d'intervenir à une entreprise afin de mettre en place l'approche, la méthode socio-économique qui nécessite déjà la mise en place de certains outils, et en absence de cette demande d'entreprise, est-ce qu'on pourra avoir la même pertinence scientifique? Est-ce qu'on pourra avoir donc les mêmes résultats? Autrement dit, est-ce qu'on va respecter l'approche scientifique en mettant en place une recherche-intervention en absence d'une demande d'entreprise par rapport à la recherche-intervention et par rapport à sa transformation? Merci. Alors, pour répondre à votre question, donc, euh, alors, nous, et en particulier donc dans le stage recherche-intervention de la FNEJ, on forme en fait aux fondamentaux scientifiques génériques de la recherche-intervention, également sur la façon de la négocier, de la vendre, et la façon ensuite d'en tirer des articles et des ouvrages, la façon de la communiquer. Et puis après, il y a différents modèles de recherche-intervention. Donc là, vous avez cité le modèle de la recherche-intervention socio-économique, modèle ISEOR. Du coup, dans ce modèle-là, on va systématiser en fait notamment euh, l'évaluation des coûts cachés des dysfonctionnements euh, sur lesquels, avec l'entreprise, on s'est mis d'accord pour les traiter, pour les améliorer. Il y a un certain nombre d'outils aussi génériques, propres à l'ISEOR. Mais j'allais dire, il y a d'autres modèles de recherche-intervention. Et j'allais même dire qu'il y a le modèle, il y aura votre propre modèle en fait, avec votre propre protocole, mais c'est ce qu'a dit Françoise, et on est là, c'est pour ça, là il vous faut une formation. Il y a un certain nombre on appelle ça des principes épistémologiques, des principes scientifiques à respecter, quel que soit le modèle que vous utilisez, parce que sinon en fait, faut bien qu'il y ait une différence entre la recherche-intervention et une pratique professionnelle ou une mission de conseil. Hein, ça doit devenir des matières de recherche. Et donc, il y a un traitement scientifique à appliquer, quelle que soit votre, j'allais dire, la recherche-intervention que vous faites. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est, alors, il y a les cas où, ce que vous êtes en train de dire, tout fait pertinemment, en disant, mais si je suis jamais appelé par une entreprise, comment? Alors justement, et ça aussi, on est là pour, dans le stage, dans le séminaire, on est là pour vous donner des conseils sur la base de ce qu'on a fait nous, en fait. Ben, il faut susciter des demandes. Il faut susciter des demandes. Parce qu'évidemment, si vous attendez, donc il faut avoir en fait des stratégies de communication, des stratégies de participer à des réseaux où il y a des entreprises. Si vous êtes universitaire, de multiplier en fait des partenariats. Par exemple, au CNAM, au niveau de mes masters, on a partenarisé avec l'IFACI, qui est l'Institut français des auditeurs et des contrôleurs internes, la DNCG, avec l'Ordre des experts comptables. Et au travers ces partenariats professionnels et ces rencontres, dans des discussions, voilà, vous êtes avec des professionnels, et donc en fait, c'est de les faire parler, etc. Et quand dans les discussions, en fait, ils évoquent un problème sur lequel vous pourriez leur apporter quelque chose, vous pouvez démarrer en fait une négociation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toute une stratégie, bien entendu, de susciter des demandes, euh, parce qu'en effet, si vous attendez les bras croisés à votre bureau, ce qui suppose aussi d'ailleurs d'avoir fait tout un travail de lister, on appelle ça le POMP, c'est-à-dire en fait les méthodes de recherche-intervention que vous pourriez proposer à des entreprises, de cerner en fait les grandes zones de problématiques sur lesquelles, par exemple, moi de formation, je viens de la CCA, comptabilité, contrôle, audit. Donc, moi, dès qu'on est sur une problématique d'entreprise qui est très directement connectée aux performances, je sais que je vais pouvoir apporter quelque chose. En revanche, si on est sur des recherches d'invention très système d'info, voire très techniques, sur un modèle de système d'info, là, je ne vais pas être à l'aise, vous voyez. Donc, faire de la recherche d'invention, ça suppose aussi que vous ayez, et on vous aidera à faire ça,
que vous ayez fait la liste des produits méthodes que vous pourriez proposer. Vous voyez? Bref, pour répondre à votre question, une fois qu'on a compris ce qu'était la recherche-intervention, il y a évidemment il y a une stratégie, pas très compliquée, hein, mais il y a une stratégie à mettre en place pour susciter des demandes à partir du moment où spontanément personne ne vous demande rien, quoi. Vous voyez? Voilà ce que je pourrais dire. Merci. De rien. Alors peut-être. Alors Louis, c'est après Layal. Hein. Alors Louise Bonneau, je vous permets de parler après Layal et après Clément. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation, assez intéressant. Moi, je déjà pratique la recherche-intervention, mais je suis actuellement en relation avec la communauté CIFRE. Et dans le cadre Ah bah, de cette relation avec la communauté CIFRE, où je fais ma thèse doctorale en mobilisant la recherche-intervention, je voudrais vous solliciter quelques outils ou discours qu'on pourrait mobiliser dans le cadre de un, valoriser la recherche-intervention en sens de gestion pour des doctorants en chiffres et quels sont les arguments que nous pouvons mobiliser qui sont déjà produits par rapport à l'ancienneté de vos travaux concernant les bienfaits pour l'organisation et les bienfaits aussi pour l'employabilité d'un docteur par la suite de son parcours. Je remarque des limitations des tensions à des étudiants en master qui considèrent que l'employabilité est limitée dans les marchés français. Donc, je voudrais quelques éléments de réflexion par rapport à défendre cette mode d'évolution professionnelle. Merci beaucoup. merci. Alors bah oui, pour ceux qui ont un chiffre, bon moi je suis expert en évaluation, un chiffre évidemment. Pour vous illustrer le dernier que j'ai évalué, le dernier dossier, c'est un projet de recherche sur la tétranormalisation, figurez-vous, hein, qui est une théorie issue de la théorie socio-économique. Et en fait, c'est un candidat doctorat en fait qui souhaite étudier les phénomènes de tétranormalisation au niveau de l'aéroport de Nice. Voilà, Nice-Côte d'Azur. Dès qu'on est sur le secteur aéronautique au sens large, il y a toute une foultitude en fait de normes, de règlements, de procédures à respecter. C'est ça qu'on appelle la tétranormalisation, qui entraîne évidemment des coûts cachés très importants, mais il faut les, il faut les respecter, hein, ces normes et ces procédures. Donc, comment gérer tout ça, voyez et donc, un dossier CIFRE, en fait, là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que à partir du moment où vous avez négocié un CIFRE, le fait, du coup, par définition, vous pouvez faire une recherche intervention. Voilà, c'est-à-dire, vous allez utiliser en fait j'allais dire votre terrain, et donc après, quel modèle de recherche-intervention, ben ça après c'est à vous de voir. Mais en revanche, et c'est pour ça que le stage a lieu, on est là pour en fait vous accompagner sur, de façon générique, il va falloir qu'il y ait 3 axes. Un protocole spécifique hein, par rapport à l'objet de la mission, donc du CIFRE, un processus de diagnostic de projet, de mise en œuvre et d'évaluation, et bien sûr, sur l'axe qu'on appelle politique et stratégique, un système de comité de pilotage à mettre en place, des rencontres régulières avec la direction qui finance l'entreprise qui finance votre CIFRE, pour chemin faisant, en fait, voilà. Ce qui est certain, c'est que le fait d'être bien formé à la recherche-intervention, c'est une garantie de réussite d'un CIFRE. Et oui, hein, puisque ça veut dire qu'à la fin, bah, vous maximisez, donc c'est une garantie pour le doctorant en CIFRE, mais c'est une garantie aussi pour l'entreprise. À partir du moment où ce sera fait sur base recherche-intervention, on maximise les chances d'avoir des résultats à la fin, et surtout on maximise les chances, parce que c'est ça quand même l'objectif,
que les données collectées viennent nourrir en fait des publications. Alors une thèse, des rapports de recherche, des articles, des communications, etc. Vous voyez? Donc je répondrai comme ça à votre question. Laurent, si tu me permets de compléter, Oui, j'ai le cas en fait d'une doctorante qui est en CIFRE. En fait, c'est une dame qui a repris ses études. Elle a eu 10 ans d'expérience professionnelle. Elle a voulu reprendre ses études et elle est en CIFRE pour avoir une posture beaucoup plus réflexive, hein, comme disait Laurent, par rapport à sa pratique professionnelle. Et puis, en fait, elle voulait aussi développer son employabilité et en fait, elle a trouvé un CIFRE avec la Fédération française de rugby. Et donc, le fait que la fédération la voit en train de transformer, donc elle a 3 terrains, elle a 3 clubs sportifs de rugby amateurs, et le fait que la fédération la voit en œuvre en train de transformer ces terrains et du coup de donner voilà, de nouveaux résultats, de nouvelles pratiques à ces terrains, bah, ça donne envie en fait à la fédération de l'embaucher. Donc en fait, elle développe son employabilité comme ça grâce à la CIF. Et bon, c'est pas encore garanti, mais elle espère trouver une place à la fédération. Et donc, elle aura du coup réussi à développer son employabilité. merci. Alors, deux dernières questions. Donc, Layal et ensuite Clément. Alors, Layal, je vous permets de parler. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'organisation de ce webinaire. Je suis Layal Omran. Je travaille à l'Université de Balamand au Liban comme une intervenante chercheuse et consultante à la faculté de gestion et de management. Fière de compter parmi les étudiantes du professeur Gotter et Lisseyor. Alors, ma question est la suivante. Comment situez-vous la recherche-intervention du professeur Henri Saval par rapport à la pensée complexe d'Edgar Morin? Voyez-vous une convergence ou une complémentarité entre ces deux approches? Merci. Alors, merci de cette question. Alors, on va dire que pour la recherche-intervention générale, et singulièrement le modèle socio-économique en particulier, il y a en effet trois grandes sources d'inspiration. Donc, on a effectivement moi je qualifierais ça de la sociologie de la complexité ou théorie de la complexité d'Edgar Morin. Et si vous voulez, la recherche-intervention, c'est une sorte de concrétisation à l'échelle des entreprises et organisations de la pensée d'Edgar Morin, qui, brut de fonderie, avait une dimension sociétale, en fait, puisque c'est un sociologue, lui. Donc, on pourrait dire que la recherche-intervention, c'est ce qui permet finalement d'étudier et de produire des résultats en univers complexes, mais dans les organisations. Donc, on bascule vraiment en gestion, en management. Mais c'est clairement une première source d'inspiration. La deuxième grande source d'inspiration, c'est l'analyse stratégique de Michel Crozier, puisqu'en fait, quand on fait de la recherche-intervention, on a une visée à la fois systémique, bien entendu, puisque du coup, à la différence de quelqu'un qui va faire une étude quantitative, et ça peut être très très bien, mais le problème, c'est que le quantitatif appelle de l'analytique, forcément. Et donc, on manque de visée systémique. Quand on fait de la recherche-intervention sur le terrain, vous avez une vision à 360 degrés, en fait. Donc, vous êtes systémico, mais du coup, vous pouvez aussi être analytique, et notamment étudier de façon très fine les comportements humains, d'où l'analyse stratégique, les stratégies d'acteurs de Michel Crozier. Et puis, la troisième grande source d'inspiration, j'allais dire d'application que permet la recherche-intervention, c'est un peu moins connu, on ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est super intéressant, c'est le modèle de l'unité active de François Péron. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche-intervention, vous vous rendez compte en fait que en fonction de la qualité d'organisation d'une équipe, d'un département, d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, eh bien, elle a une capacité énergétique de s'adapter, de structurer son environnement extérieur. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais donc pour répondre à votre question, oui, la recherche-intervention, on pourrait dire que c'est l'application en gestion de la pensée complexe d'Edgar Morin, mais aussi de l'analyse stratégique de Michel Crozier et du modèle d'unité active de François Péron.
Je vous remercie. Avec plaisir. Et puis donc, Clément. Allez, Clément. Et alors Michel, et après on arrête. Hein. Clément et Michel pour finir. Allez-y, Clément. Karel. Vous pouvez parler, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Très Oui. bien. Ouais, super, je vous remercie. Dans un premier temps, je voulais également vous remercier pour l'organisation du coup de cette visio qui est effectivement enrichissante. Alors, pour quelques éléments de contexte rapide, je pense avoir fait de la recherche-intervention lorsque j'étais doctorant, sans trop le savoir. J'étais intervenu auprès des restaurants Crous sur la problématique de l'augmentation de la prise de repas végétariens. Et donc, en échangeant avec le Crous, on avait évoqué différentes interventions comportementales potentielles pour essayer d'augmenter la part de végétariens au sein des restaurants. Chose qui a été faite sous 4 interventions différentes qui ont été réalisées soit de manière isolée, soit de manière combinée, et qui a permis de collecter des données sur un petit peu plus de 100 000 repas. Ma question, au-delà de ce contexte, est que je me suis retrouvé face à une difficulté qui était celle que nous n'avons pas eu accès aux données, par exemple, sociodémographiques des étudiants, et la seule matière avec laquelle nous ressortons sont les données d'efficacité brute. Ma question de manière plus précise et qui sort un petit peu de ce contexte spécifique est-ce que il vous est déjà arrivé de faire de la recherche-intervention, mais d'avoir un accès relativement limité à des données explicatives? Et est-ce qu'à votre avis, il est possible de publier ces terrains qui sont riches de par leur volume, par exemple, mais qui peuvent être limités en termes de données explicatives autres que le design théorique des interventions, c'est-à-dire leur efficacité, in fine, reliée à des éléments théoriques. Et du coup, voilà, j'aurais été curieux d'avoir votre regard là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, finalement, d'être limité en termes de données exploitables? Et derrière, est-ce que c'est publiable quand on se retrouve simplement avec des données liées à de l'efficacité brute? Je vous remercie. Alors, oui, ça nous est arrivé, ça nous arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que quand on fait de la recherche-intervention, en fait, vous allez traiter 3 types d'hypothèses. Alors, hypothèse descriptive, bon, ok, vous voyez, vous faites des diagnostics, et c'est le principal d'ailleurs, hein, c'est-à-dire finalement, vous montrez le réel. Voilà. Et puis, vous avez aussi des hypothèses explicatives. Alors, soit en fait, là, dans votre protocole, vous avez des dispositifs qui vous ont permis, en fait, par entretien, d'avoir des interviews sur les causes, les explications hein, des phénomènes que vous avez décrits. Soit vous les avez pas, et ben c'est pas gênant. Vous gardez ça sous forme d'hypothèse, hypothèse explicative. Voilà. Et puis hypothèse prescriptive. Donc so what? C'est-à-dire du coup, on voit ça, la cause c'est ça, et donc évidemment l'idéal c'est d'avoir à chaque fois des preuves, des données pour traiter sur le terrain les 3 types d'hypothèses. Mais j'allais dire si vous les avez pas, vous pouvez proposer vos propres hypothèses. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Alors, voilà. Et le deuxième élément de réponse que je voulais vous dire, en fait, on est souvent conduit. Alors, Françoise et moi, plus maintenant, mais effectivement au début, moi aussi j'ai fait de la recherche-intervention. Moi j'ai démarré chez KPMG Audit, donc j'ai fait ma thèse en fait sur la base de 21 missions d'audit avec à la fin recommandations. En fait, si vous voulez, j'ai réhabillé ça ex post en recherche-intervention. Mais pour pouvoir faire ça, il faut évidemment avoir été formé, savoir exactement quels sont les grands principes épistémologiques et scientifiques à mettre en œuvre. Mais on peut, j'allais dire, ex post, si tant est bien sûr que les missions qu'on a faites respectaient les grands principes, on peut réhabiller pour des publications, j'allais dire, des missions terrain, hein, sous forme recherche-intervention, quand elles s'y prêtaient. Hein, si j'ai fait une mission terrain où il n'y avait absolument rien de transformatif, et en plus personne m'avait rien demandé, enfin bon, on peut pas
la retraiter en recherche d'intervention, vous voyez. Mhm. Mais voilà, ça c'est la deuxième élément de réponse. Ouais, je confirme, voilà, par rapport à ce qu'a dit Laurent, on est, même en ayant un contrat de recherche négocié, signé, on est toujours limité en fait dans les données qu'on collecte. Voilà, on n'arrive pas à avoir accès à toutes les données. Mais en fait, notre force, c'est qu'on va essayer d'en avoir donc le plus possible et puis d'avoir une variété de sources de données et d'avoir des données qui viennent des dirigeants, des managers, des collaborateurs et une variété de nature avec des données qui sont qualitatives, quantitatives et financières. Ça nous permet de trianguler et voilà, mais on a très rarement toutes les données qu'on rêverait d'avoir par rapport à nos recherches. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et puis on va Une dernière? conclure. Allez, avec Michel. Voilà, je vous ai donné la main. Michel Pierrette. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation, pour l'introduction. Je suis doctorante et je travaille sur les problématiques de fraude, notamment dans les PME. Et j'ai constaté que les fraudes, en général, plus elles se répètent et plus ça crée du turnover dans les petites entreprises. Et c'est une source de coûts cachés, en fait. Ma question est de savoir, est-ce que cette problématique fraude et coûts cachés, est-ce que ça fait partie en fait des programmes de recherche en recherche et intervention? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est creusé au niveau de la recherche et intervention? Parce que j'aimerais bien poursuivre un postdoc dans cette voie-là avec cette méthode pour avoir réellement un impact en fait. Parce que en matière de coûts d'agence, lorsqu'on parle de fraude, et de la problématique des conflits d'agence en général, on voit beaucoup plus les impacts médiatiques, les impacts financiers et un peu moins le côté humain. Donc, j'aimerais vraiment savoir s'il y a des pistes ou des perspectives de recherche qui méritent d'être explorées et quel serait le plus en fait d'adopter une recherche et intervention dans ce sens-là. Merci. alors oui, alors si vous utilisez le modèle de la recherche d'intervention socio-économique, de toute façon, de fait, par définition, dans la partie diagnostic, euh, tous les dysfonctionnements sur lesquels vous avez été appelé, qu'ils soient de type frauduleux ou non, font l'objet de calculs de coûts cachés. Ouais. Pourquoi? Parce que ensuite, quand on va passer sur la partie projet, en fait, on va faire des balances socio-économiques pour s'assurer que le coût des solutions d'amélioration qu'on va mettre en place reste bien inférieur à la réduction des coûts cachés qu'on envisage. Ensuite, à partir du moment où vous faites une recherche d'intervention et vous êtes centré sur des problématiques managériales, il n'y a pas d'obligation, mais il est très recommandé d'utiliser la méthode des coûts cachés. Pourquoi? Parce que les dysfonctionnements managériaux sont invisibles, occultés par les comptabilités. Hein, par exemple, des réunions mal organisées, des, des formations mal faites, etc. Ça entraîne des pertes de valeur ajoutée, mais c'est invisible hein, en comptabilité. Et donc, du coup, de la même façon, les solutions d'amélioration à ça, les performances cachées, hein, sont invisibles aussi. Donc, de toute façon, d'une façon générale, quand vous faites une recherche-intervention, même si ce n'est pas selon le modèle socio-économique, il est quand même assez recommandé, alors peut-être pas de faire des calculs de coûts cachés exhaustifs, mais au moins sur quelques dysfonctionnements très saillants, j'allais dire, des représentants des problématiques que vous étudiez. Et puis après, ne serait-ce aussi que si vous avez la possibilité de dérouler un processus complet de recherche d'invention jusqu'à la mise en œuvre des solutions et ensuite l'évaluation de ces solutions. Par exemple, si vous êtes sur une problématique de lutte anti-fraude, blanchiment, corruption, vous calculez les coûts cachés des dysfonctionnements de type frauduleux, vous construisez des solutions, et puis ensuite vous allez évaluer, voir si les solutions ont bien réduit en fait les coûts cachés de ces actions frauduleuses, etc. Et là, vous basculez dans ce qu'on appelle les performances cachées que vous allez rendre visibles. Et bien évidemment, le fait de faire ce type de calcul, bah, ça donne de la puissance scientifique énorme à vos résultats parce que vous réussissez à basculer dans ce qu'on appelle en fait
qualimétrique, c'est-à-dire des données à la fois qualitatives, quantitatives et financières. Voyez. Françoise? Laurent, ouais. Après, juste en conclusion, voilà, ta réponse elle est très complète, mais si ça te convient, on peut peut-être donc présenter le prochain stage avec les dates. Donc, nous avons un stage de la recherche-intervention à la publication qui démarre donc les 29 et 30 septembre. Donc, c'est un stage qui fait 2 fois 2 jours. Donc, la première session, donc c'est 2 journées à Paris, 29 et 30 septembre. Et je regarde pour la deuxième session. Donc, il faut suivre les 2 sessions. Hein. C'est pas c'est pas une ou 2 sessions, c'est vraiment les 2 sessions qui sont à suivre. Et donc, pour la session 2, c'est 1er et 2 décembre. Voilà. Voilà. Et comme c'est la FNEJ et que c'est Calliope, en fait, elle est parfaitement prenable en charge par le titre de la formation professionnelle, que vous soyez académique ou professionnel. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est que en fait, justement, par rapport à des projets de recherche d'invention que vous auriez, donc il y a 2 jours, après il y a 2 mois, on ne se voit pas, et après il y a de nouveau 2 jours en décembre. C'est pour en fait qu'il y ait un espace entre euh, la session 1 et la session 2, en fait, j'allais dire, de réflexion sur votre propre projet, vos propres projets en fait de recherche d'invention, ou bien vos recherches d'invention en cours, ou bien des recherches d'intervention passées, donc ça va faire deux choses, dont on discute très concrètement pour savoir qu'en faire sur la session 2. Mais on va vous remettre, pour tous ceux qui sont inscrits au, au webinaire, on va vous renvoyer, on a vu ça avec la FNEJ, l'enregistrement du webinaire avec le lien sur la formation et des ouvrages de référence également. D'accord? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Allez, ben, merci à tous pour cet échange. Merci. Bon appétit. Merci. Take Bonne care. journée. Merci. Au revoir. Au revoir, bon appétit. Au Bon revoir, appétit à merci. vous.